Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, il n'y a pas de limite à l'expansion d'Internet. L'ingénieur américain Robert Kahn n'a pas fait que prononcer cette phrase, il l'a surtout mise en pratique. L'un des pères fondateurs d'Internet est notre rôle modèle à suivre cette semaine. Il a une idée derrière la tech, c'est Damien Douani. Damien, aujourd'hui tu vas nous parler de cette application qui s'appelle My Future, l'app pour permettre à tous les jeunes de 14 à 25 ans de rentrer en contact avec des professionnels et découvrir leurs univers. Oui, surtout quand on n'a pas de réseau professionnel, c'est compliqué. Et bien, cette application essaye de résoudre ça. Et bien justement, on en parle avec toi dans un instant. Notre question du jour, vous le savez, c'est le 10 novembre aujourd'hui. Insultes, messages haineux, humiliation sur les réseaux sociaux ou divulgation de photos intimes. 20% des 6-18 ans ont déjà été confrontés au cyberharcèlement. Un fléau qui est devenu grande cause nationale pour cette année 2022-2023. Mais au-delà des mots, Comment lutter efficacement contre le phénomène? À l'occasion de cette journée nationale contre le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire, nos invités ont des solutions concrètes à apporter. Pour en parler avec nous, à nos côtés aujourd'hui, Justine Atlan. Justine, vous êtes la directrice générale de e-Enfance. Cette étude, avec ces chiffres édifiants, c'est 20% de 6-18 ans confrontés au cyberharcèlement. C'est la vôtre, on va y revenir. Marie-Caroline Villan, vous êtes l'autrice de Molang. C'est ce personnage que vous avez créé il y a 15 ans maintenant. Il rassemble 23 milliards de vues sur Jiffy. Vous lancez avec le studio 1000 images la campagne Molang Safe Space à l'occasion de cette journée de lutte contre le cyberharcèlement. Bonjour à vous. Bonjour, oui, tout à fait. Et également avec nous en duplex, Florence Milo, psychologue. Vous avez contribué justement à créer cette campagne Molang Safe Space pour aider les enfants à parler en cas d'harcèlement et de cyberharcèlement. Bonjour évidemment à vous aussi, Florence. On reparle justement de la question du cyberharcèlement dans un instant, mais d'abord, focus. Si Sir Tim Berners-Lee a inventé le web, Robert Kahn et son homologue Vint Cerf ont imaginé la façon de connecter des ordinateurs entre eux et les personnes d'ailleurs qui vont avec. Un protocole de communication TCP/IP qui est toujours la base d'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Xavier Terrade retourne aux sources pour notre séquence rôle modèle. Il est l'un des premiers à avoir parlé d'Internet avant même sa création. L'ingénieur américain Robert Elliott Kahn a inventé avec Vinton Cerf le protocole TCP/IP, une technologie pionnière qui a ensuite permis à l'agence américaine DARPA de créer les prémices du réseau ARPANET qui sera lancé en 1975. C'est l'ancêtre d'Internet, du moins de son architecture. Le but était à l'époque de connecter rapidement des ordinateurs en cas de guerre. Une dizaine d'années plus tard, il a fondé la Corporation for National Research Initiative, dont il est toujours président à 83 ans. Robert Elliott Kahn a reçu avec Vinton Cerf la médaille Graham Bell. Son invention déterminante lui a permis de faire son entrée en 1997 au Musée national d'histoire américaine. En 2004, il a reçu le prix Turing. Dans les années 70, Bob Kahn n'aurait jamais pensé que plusieurs milliards d'objets pourraient être connectés, une évolution qu'il trouve normale avec le recul. Concernant l'avenir d'Internet, l'ingénieur américain reste incertain, n'ayant pas la prétention de détenir une boule de cristal, même s'il estime qu'il n'y a pas de limite à son expansion. Et en parlant de rôle modèle, tiens, on vous signale que la Poste vient de lancer un timbre à l'effigie d'Ada Lovelace, Damien. Oui, alors c'est fil à poste. Si vous envoyez encore des lettres éventuellement, ou si vous avez le plaisir de les collectionner, eh bien la Poste a sorti un très beau timbre donc à l'effigie de Ada Lovelace, qui, on le sait, est à l'origine de l'informatique moderne. Oui, en gros, pas d'Ada Lovelace, pas de Robert Kahn non plus. Exactement. Donc au moins, ça règle la question. La question, par contre, qu'on va essayer de régler, en tout cas de faire avancer ici, aujourd'hui sur ce plateau, c'est celle de la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. On en parle tout de suite avec nos invités. C'est la première partie du talk. Et pour revenir sur cette journée nationale de lutte contre le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire, Justine Atlan pour e-Enfance, Marie-Caroline Villan pour Molang et Florence Milo, psychologue, sont à nos côtés aujourd'hui. J'avais envie justement qu'on démarre peut-être par ce personnage, parce qu'il est beaucoup avec nous en plateau, Marie-Caroline. C'est le vôtre, ce personnage, c'est Molang. Vous êtes l'autrice à la fois de ce personnage qui a été créé il y a une quinzaine d'années désormais, qui honnêtement bat à plate couture tous les studios d'animation, même américains, avec ces gifs sur la plateforme Jiffy, 23 milliards de vues, vous avez bien entendu. Même Disney et Star Wars sont littéralement laminés par ce petit lapin qui a chevillé au corps des valeurs
de bienveillance, des valeurs d'amitié, des valeurs de bien-être, des valeurs de gentillesse. C'est un peu, surtout dans le contexte actuel aujourd'hui, il faut redonner ces lettres de noblesse à la gentillesse et à la bienveillance. Ah oui, je pense, oui, tout à fait. C'est la raison d'être de Molang. En fait, Molang, je l'ai rencontrée il y a moins de 15 ans, en 2010. C'est une jeune Coréenne, Eiji, qui a designé Molang. Et ce personnage a un tel design qu'il véhicule quelque chose. Et en coréen, Molang, ça veut dire tout doux. Donc, par rapport à ma rencontre avec Eiji, on a travaillé ensemble, elle m'a montré ses dessins. Dans ces dessins, il y avait plein de lapins et il y avait un petit personnage que vous voyez ici, un petit poussin tout seul. Oui, qui est sur les petits. Voilà. Et à partir de là, voilà, ce petit personnage Piu-Piu. Et à partir de là, je me suis dit, si Eiji a dessiné ça, c'est qu'il y a quelque chose à faire entre ces deux-là, entre un gros lapin tout doux, fantaisiste et joyeux, et un petit poussin un petit peu plus nerveux. Et on est parti de là, et on a créé un concept autour du bonheur, c'est-à-dire que ces deux personnages, quel que soit l'univers, quelles que soient les aventures ordinaires ou extraordinaires, transforment toutes les difficultés en moments de bonheur partagé. Et ce concept du bonheur est quelque chose qui était très nouveau pour le preschool, où normalement les dessins animés preschool, c'est j'apprends à faire du vélo, j'apprends, voilà, on est dans l'apprentissage. Molang montre, Molang, c'est l'exemple. Voilà, on voulait que Molang, par son exemple, par son attitude, montre aux enfants que la bienveillance résout tous les problèmes. J'ai envie de dire que Molang est presque précurseur des soft skills qu'on met beaucoup à l'honneur aujourd'hui, de ses compétences émotionnelles et comportementales. Puis on va voir qu'il est tout doux, ce Molang, mais il est tout doux parce qu'il passe aussi à l'action avec cette campagne lancée aujourd'hui, justement pour lutter contre le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire. On y revient dans un instant avec vous et Florence Milot notamment. Justine, j'ai envie de me tourner vers vous parce que le chiffre qu'on donnait en ouverture de cette émission, c'est 20% de 6-18 ans qui ont déjà été confrontés au cyberharcèlement en France. C'est issu d'une étude qui a fait date, qui est parue en juin 2021, que vous avez notamment faite aux côtés de plusieurs autres acteurs de la lutte contre ces harcèlements scolaires et ces violences numériques. Aujourd'hui, si on voulait donner une image du harcèlement et du cyberharcèlement, ce serait laquelle? C'est un fléau? C'est absolument ça. Oui, c'est un fléau. Enfin, c'est un fléau qu'on côtoie tous. On l'appelle cyberharcèlement, on l'appelle haine en ligne, on l'appelle toxicité sur les jeux vidéo. Ça a des noms un peu différents selon le lieu où on est, selon l'âge qu'on a. Mais en réalité, c'est effectivement, alors tout le contraire de la bienveillance de Molang, c'est effectivement l'autre aspect de l'être humain, qui n'est pas nouveau, mais qui, avec ses outils numériques, a trouvé des moyens supplémentaires, en fait, d'aller toucher. Parce que contrairement à ce qu'on croit, ces objets ne sont pas virtuels dans leurs conséquences. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser ce mot-là. Ont des impacts assez terribles. Et c'est vrai qu'à l'époque aussi, on parle beaucoup de problèmes de santé mentale. On se rend compte à l'échelle de la société que finalement, tout ce qui est mental, tout ce qui est psychologique fait autant de mal, voire plus, en tout cas plus durablement parfois, que des violences physiques, et que donc il ne faut pas hiérarchiser les violences, diminuer et regarder un peu avec condescendance des agissements qui sont sur des lieux numériques et qui concernent des jeunes, ce qui parfois aussi a tendance à se dire c'est l'école de la vie, il faut bien apprendre, la cour de récré, c'est la loi du plus fort. Voilà. Ça, c'est des mots qu'on ne supporte plus d'entendre et qui, dans la sphère numérique, effectivement, se déchaînent violemment. Et c'est vrai que le 30-18 est là pour accompagner les jeunes face à ces situations. Oui, c'est clairement une des solutions concrètes que vous mettez à disposition des enfants, des familles et des enseignants et enseignantes. Ce 30-18 qui est un numéro depuis le mois de septembre dernier que tout le monde peut justement appeler, on peut s'en emparer. C'est une ligne d'écoute qui est totalement gratuite. Bien évidemment, vous avez des équipes, notamment de psychologues à vos côtés, de professionnels de l'enfance et du numérique. Je voudrais qu'on revienne d'abord, et on va faire aussi entrer évidemment Florence dans cette discussion, qu'on revienne sur la définition quand même du cyberharcèlement, parce qu'on a envie de se dire que le cyberharcèlement, c'est peut-être une caisse de résonance du harcèlement scolaire tout court. Ça peut l'être, ça n'est pas que, parce qu'il y a du cyberharcèlement qui n'a strictement rien à voir avec le scolaire. Il y a des adultes qui sont cyberharcelés. C'est d'ailleurs grâce à eux, quelque part, qu'on prend au sérieux ce problème, parce qu'on a eu des figures de leaders d'opinion, que ce soit dans le monde politique, dans le monde du spectacle, dans le monde sportif, dans les journalistes, qui ont pris la parole pour montrer à quel point ils étaient l'objet eux-mêmes de cyberharcèlement, de cyberviolence, donc qui ne sont pas à l'école. Et que ça arrive à tout le monde. Et que ça arrive à tout le monde, exactement. Maintenant, c'est vrai que, effectivement, les jeunes étant une population qu'on dit plus vulnérable, plus fragile en construction, et effectivement,
avec un lieu qui est l'école où il se passe tout à cet âge-là. On travaille, on a des amis, on a ses premiers amours, voilà. Donc c'est vrai que c'est l'endroit où malheureusement, quand on a envie de faire mal à quelqu'un, on peut faire très mal parce qu'on touche à tous les aspects de la vie. Et donc c'est vrai que le harcèlement scolaire, c'est l'Éducation nationale qui s'en a emparé là, pour la première fois il y a plus de 10 ans maintenant, a choisi effectivement de s'y attaquer parce qu'ils se sont rendus compte que ce problème était finalement présent dans toutes les classes, pas forcément majoritairement, mais en tout cas dans toutes les classes, et qu'en fait un enfant qui est harcelé, cyberharcelé, il n'est plus disponible pour les apprentissages, il n'est plus disponible pour ce qu'il est censé faire à l'école, c'est-à-dire être un élève. Et que donc si on veut donner toutes ses chances à l'élève de faire ce qu'il a à faire à l'école, il faut s'occuper de son bien-être et donc faire en sorte qu'il ne soit pas victime de ce type de violence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'école, on a effectivement un tuilage assez fort entre le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire. C'est pour ça que sur le 30-18, on s'occupe aussi des deux, effectivement. Absolument. Florence Milot, justement, vous êtes psychologue. Je rappelle que vous avez notamment aidé le studio 1000 Images et l'autrice de Molang, qui est avec nous aujourd'hui, Marie-Caroline Villan, à pouvoir concevoir cette campagne Molang Safe Space, qui va vraiment être cet écrin, cet espace de respiration pour soit des enfants ou même de jeunes adultes cyberharcelés ou harcelés, ou même des témoins qui vont pouvoir là aussi s'emparer de la question et aider à faire progresser les solutions et le dialogue. Quand on revient même sur la définition de cyberharcèlement, la psychologue, j'allais dire qui sommeille en vous, non, elle ne sommeille pas, elle est là tout court d'ailleurs, la psychologue qui est en vous se dit quoi? Oui, c'est une question qu'il faut prendre de façon holistique, il y a vraiment une vision totale qu'il faut avoir du cyberharcèlement, c'est du cyber, c'est aussi du harcèlement scolaire, c'est aussi une façon de se dire qu'il faut que chacun prenne sa part dans la lutte contre le cyberharcèlement et les harcèlements scolaires. Voilà, c'est-à-dire qu'on se rend au-delà du cyberharcèlement, c'est tout l'enjeu de la banalisation de la violence à l'école, dans les propos, dans des mots aussi tout simples, sans parler de harcèlement ni de cyberharcèlement, c'est-à-dire au tout début d'insulter son camarade dans le jeu, par exemple, de s'amuser à être dans un dialogue où finalement il n'y a plus de dialogue, et on se rend compte que grâce à ce sujet du cyberharcèlement, si on va même encore un peu plus loin, c'est comment en classe ou en famille on réapprend à parler ensemble, on réapprend dans des espaces de sécurité, comme vous disiez tout à l'heure, des espaces qui sont avec l'adulte, c'est-à-dire à visage humain, on voit l'autre camarade parler, être triste, avoir peur. Comment on fait pour rentrer en contact? Parce que ce qui se passe dans le cyberharcèlement, et on le sait aujourd'hui, au niveau de l'empathie, pour que ça s'active dans le cerveau, il faut aussi pouvoir voir un visage, il faut voir une expression. Or, quand on voit un avatar, quand on voit un dessin, ou quand on voit, voilà, on ne voit pas l'autre très concrètement, notre niveau d'empathie, il a du mal à s'activer. Il est en mode off. Et le fait de pouvoir avoir ou des images bienveillantes, ou évidemment en classe ou à la maison avec un adulte qui réapprend finalement à communiquer de manière simple, on s'aperçoit que les enfants qui paraissent très durs, ou même voilà, ceux qui peuvent aussi malmener les autres, quand on leur pose des questions, ils commencent à réaliser, ils commencent à prendre conscience. Mais ça peut se faire qu'avec des humains. Donc c'est en ça que pour moi, ce sujet, il est primordial, parce que ça vient aussi, même au niveau de l'école, poser la question. Et il y a beaucoup de professeurs qui commencent à le mettre en place, je suis en lien avec eux, quand ils me disent parfois j'arrête le cours et tous les vendredis par exemple, pendant 30 minutes, on ne parle que des émotions. Alors il y a des professeurs qui et d'autres moins, c'est pas grave, on achète un jeu de cartes, on prend un livre, on s'aide de ce qu'on peut, et ensuite on revient à un cadre de conversation sécurisée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours avoir sur Internet, c'est-à-dire concrètement attendre que l'autre ait fini de parler, que personne ne se juge, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire toi t'as dit ci ou t'as dit ça, c'est simplement chacun parle de son ressenti. Quand par exemple il y a un buzz qui s'est fait à travers une discussion et que le professeur en a eu vent par exemple, et on va discuter ensemble de ce buzz pour que justement il y ait un débuzz, c'est-à-dire concrètement dire à l'enfant mais est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce qui s'est dit, est-ce que vous trouvez que c'est fort, est-ce que ça peut être violent, qu'est-ce que ça vous fait, sans jamais accuser la personne. Vraiment, c'est vraiment revenir à soi et revenir à une discussion ensemble, en groupe, et revenir à ces valeurs de bienveillance et d'empathie qui sont le fondement finalement de notre communication. Et que pour conclure, grâce au vrai sujet qui est quand même qui prend énormément d'ampleur du sujet du cyberharcèlement et du harcèlement, on se rend compte que c'est finalement tout à la base qu'il faut aussi revenir, même dans l'école même, c'est-à-dire place pour vraiment prendre un temps, pratiquement un cours d'empathie entre guillemets, ça existe dans d'autres pays, pour justement pouvoir dégager l'esprit et revenir aux apprentissages et aux liens.
Oui, vous avez raison, Florence. En effet, parce que finalement, si je vous entends bien, c'est de se dire que derrière l'anonymisation du harcèlement en ligne, il faut remettre justement une incarnation pour pouvoir en parler. Cette incarnation, elle peut venir d'un personnage comme Molong, évidemment, Marie-Caroline, et c'est tout le concept même de cette campagne Molong Safe Space qu'on va pouvoir retrouver sur toutes les plateformes et sur tous les réseaux sociaux pour être accompagné. Oui, en fait, ça nous a paru très naturel, dans la continuité de Molong, de communiquer sur le cyberharcèlement, parce que Molong est un personnage non genré. Molong n'est ni garçon ni fille. Molong n'a pas d'âge. Molong est universel. Et Molong, du coup, accepte la différence. Et dans le cyberharcèlement, je pense dans toute attaque, c'est la non-acceptation de la différence. Je ne suis pas non plus une spécialiste, mais ça me paraît assez naturel de penser que si on n'accepte pas que l'acceptation de la différence mène à l'empathie mène à la bienveillance et au bonheur, tout simplement. Et donc, Molong, c'est ça qui véhicule. Et donc, on va pouvoir justement trouver, avec ces 23 milliards de vues sur Jiffy, fort justement de ces résultats absolument exceptionnels, Molong, on va pouvoir du coup le retrouver en déclinaison de GIF pour pouvoir dire non justement au cyberharcèlement. Des GIFs spécifiquement créés contre le cyberharcèlement. Ces GIFs, les témoins de cyberharcèlement peuvent les utiliser. La victime aussi peuvent les utiliser. Parce qu'en fait, dans le cyberharcèlement, il y a l'harceleur, il y a la victime et puis il y a les témoins. Absolument. Et ce qui est important, c'est d'aider, bien sûr, en priorité la victime, mais aussi peut-être d'éduquer ou d'informer les témoins de ce qu'ils peuvent faire, de montrer que ils ont vu, mais ils n'osent pas, mais ils peuvent envoyer un gif à un copain en disant « je suis là pour parler avec toi ». Enfin voilà, c'est ce genre de choses, peut-être qu'on peut... Oui, absolument, on les a vus défiler à l'écran il y a un quart de seconde. Et l'idée, c'est aussi de se dire qu'en effet, ce sont quand je dis qu'il était tout doux et qu'il y avait une to-do list derrière pour Molong, c'est vraiment ça, il passe à l'action, parce qu'on peut aussi se permettre, comme vous le disiez, de dire à un ami, voilà, si tu as besoin, tu peux m'envoyer un message, je serai là pour toi, open to talk. Alors, c'est des messages qui sont en anglais, mais évidemment qui sont dans un anglais assez universel. Kindness matters, je pense qu'on l'aura tous compris, évidemment, la gentillesse. Oui, ça fait sens et on en a besoin. Là aussi, où on remet en place le triptyque harceler, témoin, harceleur, c'est fondamental, Justine, parce que c'est ce que vous faites aussi dans les actions d'e-enfance, notamment au sein des écoles. Une classe, quand on entre dans une classe, potentiellement, on a affaire à des personnes harcelées, à des harceleurs et à des témoins de ce harcèlement. Comment est-ce qu'on arrive à faire prendre conscience à chacun d'entre eux qu'ils peuvent se retrouver un jour ou l'autre d'un côté de la barrière ? Alors, à vrai dire, ça, ils en ont relativement conscience. Ce qui fait souvent d'ailleurs que dans des cas de harcèlement, la masse des témoins, parce que la majorité sont témoins évidemment, plus ou moins actifs, plus ou moins passifs, ça dépend des moments, mais ils ont tous très peur de devenir la victime. Ils ont bien conscience que finalement, c'est tout le problème d'ailleurs, c'est si on commence à aider la victime, si elle change, qui va être le prochain ou la prochaine, comment on gère cette situation-là. Et en fait, c'est ce qui fait que souvent les témoins ne bougent pas. Parce qu'ils ont peur, parce qu'effectivement la violence du harcèlement, je pense qu'ils en ont tout à fait conscience. C'est vraiment une des pires choses, une des hantises qu'ils ont tous, c'est un jour d'être à cette place-là de la victime harcelée et plutôt ne pas bouger que de prendre le risque, effectivement, à un moment d'être celui ou celle qui va... Donc, c'est vrai que les jeunes, on essaye évidemment de les sensibiliser sur plutôt ce que vous avez expliqué, l'isolement de la victime, c'est-à-dire, effectivement, la victime, elle est toute seule, elle n'a pas de moyens, en réalité, de se défendre, sinon elle ne serait pas à cette place-là, pour des raisons X ou Y qui la regardent. Il y a beaucoup d'injonctions à dire aux victimes, il faut parler, mais c'est pas si simple de parler, quand on est victime de quoi que ce soit dans la vie, d'ailleurs, en général. Et si elle savait parler, elle n'en serait pas là non plus. Donc, c'est plutôt de dire aux témoins, c'est à vous, effectivement, et comme le fait Molong, c'est à vous de tendre la main, c'est à vous d'aller vers. Après, on n'est pas des héros, personne n'est des héros. Donc, on ne vous demande pas de vous mettre entre le harceleur et la victime et de dire stop, maintenant tu arrêtes, etc. En réalité, peu de gens le font dans la vie, malheureusement, on le voit. Donc, on ne va pas demander à des jeunes de faire ça. En revanche, tu peux prendre la main de la victime, l'amener vers un adulte, parce qu'on est quand même à l'école, on est quand même dans un lieu où il n'y a que des adultes qui sont là pour surveiller, protéger les enfants. Tu peux lui dire de parler à quelqu'un, tu peux l'emmener, voilà, c'est à toi de faire le premier lien. Mais c'est tout, c'est pas obligé de devenir, voilà, encore une fois, héroïque. Rien que ça, ça permet de bouger. Et puis, deuxième chose pour finir là-dessus,
quand on parle aux parents, et ça je le dis, il y a des parents qui nous écoutent, arrêtez de penser que votre enfant ne peut être qu'une victime. Des victimes, c'est terrible, mais heureusement c'est une minorité. En revanche, éduquez vos enfants à être des témoins. Éduquez vos enfants à dire, si tu es face à une situation de cette nature, voilà ce qu'il faut faire, parce que c'est à ça qu'on est majoritairement tous confrontés dans la vie. Et c'est vis-à-vis de ça qu'on doit réagir, parce que ça aussi, c'est l'éducation, effectivement, à de l'empathie, mais aussi tout simplement à la citoyenneté, et qui s'exprime aussi dans l'espace numérique. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs parties prenantes de cette équation-là, Damien. Oui, mais en fait, ça me fait réagir, pour faire très simple. Ma fille a été victime d'harcèlement, elle a 9 ans, et justement, ce qu'on a constaté, c'est que, heureusement, elle nous en a parlé. Elle nous a expliqué, il y a eu une mobilisation immédiate de l'école, super, aucun problème, la psychologue, la directrice, vraiment très bien. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des choses qui ont changé dans l'éducation nationale. Absolument. En revanche, la question que je me suis posée, c'est est-ce que les parents du gamin qui harcelait avaient conscience que leur gamin était comme ça? Je doute. Donc la question, c'est comment faire entrer justement les parents à un moment pour dire, votre gamin, vous savez, alors eux-mêmes vont dire, mais je ne l'ai pas éduqué comme ça, ce que je peux tout à fait entendre. Comment faire entrer aussi dans le jeu les parents? Alors c'est vrai que la question des parents, elle est très importante parce que l'éducation nationale a son rôle, mais n'a pas tout le rôle d'éducation. Donc c'est vrai qu'à un moment, il faut prendre le problème en fait le plus tôt possible. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler avec l'éducation nationale et qui travaille d'ailleurs. C'est de leur donner des moyens très vite de repérer très tôt et très vite les situations avant qu'effectivement elles ne s'inscrivent dans la durée, parce que on peut tous être effectivement parents d'un enfant qui à un moment peut être harceleur, c'est vrai, il faut l'assumer. Et donc si on nous met face à ce type de comportement qui émerge, on va pouvoir les assumer. En revanche, si on vous sort votre enfant au bout de 6 mois en vous disant, regardez votre enfant ce qu'il fait, ça fait 6 mois, qu'il est absolument abominable avec d'autres enfants, il est leader, il fait des trucs, c'est vrai que c'est difficile, beaucoup plus difficile d'assumer ça que d'assumer, ça fait une semaine qu'il est quand même un peu compliqué avec un élève, il est en train de monter la classe contre, voilà. Donc plus on prendra tôt, plus on mettra les parents face à quelque chose qui est assumable, plus on pourra les embarquer là-dedans. C'est vrai que si on les prend plus tard, c'est psychologique, ils auront beaucoup plus de mal à assumer. Après, il y a un autre problème qui est plus large, c'est que pour certains cas de harceleurs extrêmement engagés malheureusement dans le harcèlement, répétitifs dans leur dans le fonctionnement sur des années, malheureusement, effectivement, on constate que souvent les parents sont un peu défaillants en termes de transmission effectivement des règles de vivre ensemble et de société, et que souvent on a affaire à des enfants qui sont pas mal dans la toute-puissance, à qui on n'a pas empêché de faire grand-chose, pas donné beaucoup de limites. Et c'est vrai que ça, c'est compliqué pour l'éducation nationale de gérer ça, parce qu'elle se retrouve avec des parents qui ne sont pas du tout finalement coopératifs, qui vont au contraire dans une posture de défendre systématiquement leur enfant, quoi qu'ils fassent, à la maison comme à l'école. Et là, c'est compliqué, parce qu'ils ne vont pas accompagner la responsabilisation de l'enfant, le chemin pédagogique à faire, les sanctions éventuelles, parce qu'il en faut pour se responsabiliser. Et donc là, effectivement, je ne peux pas vous dire qu'il y a des solutions à tout, parce que dans ces cas-là, qui sont rares, mais qui sont un peu quand même stigmatisantes, c'est vrai que c'est un peu un moment de rupture compliqué à gérer. C'est pour ça que vraiment, encore une fois, il faut essayer de le prendre très tôt, et très tôt même en âge. Il ne faut pas penser que le harcèlement, il commence au collège avec les outils numériques. Le harcèlement scolaire, on en a en maternelle. Donc c'est vraiment de la prévention qu'il faut faire, je dirais presque même dire en crèche. Donc c'est vraiment de la prévention qu'il faut faire tout petit, et on en revient à l'histoire d'empathie et d'émotion. C'est vrai qu'en France, on est très mauvais là-dessus. On considère, pendant longtemps, on a considéré que l'empathie, c'était inné ou acquis et qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc d'autres pays nordiques, notamment, nous ont montré que ce n'était pas le cas. Et c'est vrai que l'éducation nationale est en train d'intégrer maintenant, dans toutes les classes, 3 fois par an, des séances d'éducation à l'empathie et aux émotions, le plus tôt possible, pour commencer effectivement à faire comprendre comment on ressent les choses, pourquoi parfois on va être harceleur. Tout simplement parce que, par exemple, on est jaloux. Je vais être jalouse de vous, je vais vous dire, t'es trop belle, mais je n'arrive pas à dire, t'es trop belle, je suis jalouse de toi, c'est difficile à dire. Donc je vais te dire, mais toi, je veux que tu disparaisses, parce que ça m'insupporte de voir une fille trop belle, plus belle que moi. Donc voilà. Donc en fait, c'est transformer finalement une émotion qu'on a l'impression qu'on ne va pas exprimer dans quelque chose de négatif. Si je peux l'exprimer, alors je ne vais peut-être pas être belle. Enfin, voilà. Donc il y a plein de choses à travailler. L'optimisme, c'est qu'il y a plein de choses à faire qui peuvent régler les problèmes quand même. Allez, justement, on remet des lettres de noblesse aux mots optimisme, bienveillance ou encore gentillesse grâce à Molang. Molang, vous le savez, aujourd'hui, c'est notre langue universelle pour pouvoir combattre le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire ainsi que les violences numériques. On y revient justement dans la deuxième partie de cette émission avec nos invités. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète Tech. Et c'est le Zap avec Edouard Degnaud.
Rapid rotation and a sharp blade work together to expose the concentric rings on a new saucepan. A foundation of oscillating poles works in unison with a rotating arm to wrap a hay bale in just seconds. Tri-colored ice cream is packaged up neatly every single time with perfect timing. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de nos invités, Marie-Caroline Villan, l'autrice de Molang, ce personnage qui nous accompagne tout au long de cette émission, en compagnie de Justine Atlan, directrice générale de e-Enfance, et de Florence Milot, psychologue, qui est avec nous par Skype interposé. Je cite une marque, ce n'est pas grave, parce qu'on a une autre marque, la marque de la chronique qui arrive avec nous. C'est Damien Douany, tout simplement. Carrément une marque, je ne sais pas, mais dans tous les cas de figure, comment est-ce que déjà Marjorie, tu as décidé de devenir journaliste? C'est une bonne question. On ne n'est pas journaliste, on le devient déjà, je vous le dis tout court. Et puis au fur et à mesure de discussions, justement, avec d'autres professionnels, d'autres journalistes qui m'ont fait part de la passion de leur métier. Alors, rencontrant des gens, en discutant avec eux, c'est vrai que c'est un bon mécanisme. Moi, ça a toujours été compliqué, la question de l'orientation, la fameuse question de « tu veux faire quoi plus tard ?» donc qui de seul coup est assez paniquante. Alors bien sûr, vous allez passer du temps au service universitaire d'information et d'orientation, lire plein de documentation, essayer de comprendre ce que vous pouvez faire en vrai. Le problème principal, et tu l'as souligné, c'est lorsque vous n'avez pas de relation, lorsque vous ne connaissez pas les gens qui peuvent vous donner un avis, une température sur un métier. Moi, à l'époque, je ne te connaissais pas, donc effectivement, voilà, on rencontre d'autres gens, mais c'est vrai que... J'aurais très peu pu te conseiller à l'âge que j'avais à l'époque, mais sinon, c'est beau, c'est gentil. Écoute, dans tous les cas, tu aurais pu, voilà, éventuellement, j'aurais pu rencontrer d'autres gens aussi, mais tout ça, ça peut rester obscur pour beaucoup de gens, et c'est heureusement l'enjeu d'une plateforme comme MyFuture qui va essayer de résoudre ça. Alors justement, on a bien compris que le problème auquel s'attaque MyFuture, c'est le fait d'avoir ou de ne pas justement avoir de réseau pour certains jeunes qui ont besoin à un moment donné, quand les questions d'orientation se posent et qu'elles sont extrêmement prégnantes, en effet, dès le collège et le lycée, à qui parler? Ben justement, le problème principal, c'est ça. C'est qu'en fait, on se rend compte déjà que très souvent, cette question de l'orientation, elle est très, on va dire, génératrice d'anxiété, aussi bien pour les parents que pour les étudiants, ou inversement, pour les jeunes et pour les parents. 60% des étudiants se sentent perdus dans leur orientation, et un tiers, très intéressant, un tiers des étudiants auraient fait un autre choix d'orientation s'ils avaient pu. Donc autrement dit, s'ils avaient eu l'information nécessaire pour pouvoir s'orienter, bien sûr les résultats scolaires qui vont avec, mais c'est surtout le fait de savoir. Et donc s'ajoute à cela aussi plein d'éléments comme le lieu d'habitation, le milieu social, le genre, éventuellement une situation de handicap. En clair, chaque jeune n'a pas du tout le même niveau de démarrage, on va dire, et de chance face aux études et à l'emploi. Et c'est donc la mission que s'est donnée cette plateforme qui s'appelle MyFuture, c'est favoriser l'égalité des chances face à la formation et à l'emploi par la création de plateformes numériques, et donc notamment d'une plateforme qui s'appelle MyFuture, comme son nom l'indique, www.myfutu.re. Ça fait extraordinaire, ça fait MyFuture, c'est très bien foutu. Et leur focus, c'est les enfants, les jeunes de 14 à 24 ans, notamment dans les établissements de zones rurales, de quartiers prioritaires qui sont éloignés de zones économiques plus denses et dont l'accès au monde professionnel est assez compliqué pour eux. Et donc il y a aussi cette volonté, dernier élément, de promouvoir la mixité dans certains secteurs, notamment, tu le sais, un secteur qui me tient à cœur, les femmes dans la tech. Oh, dis donc, c'est marrant, ça, c'est fou. Bizarre, hein. Je n'aurais pas mieux dit que vous, dites donc, Damien Douany. Ça se présente comment? Parce qu'on imagine une plateforme de... Alors attention, je sors mon drapeau franglais au maximum, mais c'est un peu du matchmaking entre des élèves, des candidats à l'orientation qui auraient besoin d'être aiguillés et des professionnels qui se portent volontaires pour pouvoir les éclairer. Alors il y a de ça, effectivement, oui. Il y a trois formats différents de découverte. Il y a bien sûr le classique, proposition d'offres, d'alternance, de stages par des entreprises, donc auprès de jeunes scolarisés en collège ou au supérieur ou déscolarisés. Il y a ensuite de la proposition de contenu pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et donc il y a des vidéos en live et en replay qui sont proposées sous forme d'interviews, sous forme de visites virtuelles aussi d'entreprise. C'est sur YouTube, c'est sur Twitch. Ça s'appelle d'ailleurs, ils ont appelé ça carré dans l'axe. J'aime beaucoup l'expression, c'est l'expression de jeunes, carré dans l'axe. Ça permet de rencontrer virtuellement des métiers
aussi différents que producteurs de musique, professionnels du recyclage, gérants de magasins, ou par exemple d'aller se balader dans des lieux comme un CHU. Donc en gros des lieux où des métiers qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense immédiatement et qui sont présentés vraiment de manière très, très proche, on va dire, de manière très simple. Et puis, il y a un dernier élément tout bête, mais qui est hyper important aussi, c'est d'accompagner ces jeunes dans leur capacité à tout simplement écrire une lettre de motivation, un CV, bref, savoir se présenter auprès d'un professionnel. Et tous ces formats, bien sûr, sont disponible en distanciel. Donc c'est en ligne, c'est en live, et donc comme c'est en live, ça permet de poser toutes les questions que l'on veut en direct. L'idée finalement, c'est de découvrir de l'intérieur des métiers, faire en sorte qu'ils soient au plus proche de ce qui se passe, faire en sorte que ces jeunes-là, ils aient on va dire une compréhension un peu plus proche de cette notion d'orientation pour mieux travailler leur projet, pour mieux se projeter dans l'avenir. Et puis du côté des entreprises, l'intérêt, c'est de pouvoir toucher des gamins auxquels ils ne penseraient pas forcément et faire en sorte de pourvoir cette notion d'égalité des chances et faire en sorte de toucher donc, des jeunes auxquels ils ne pensent pas forcément. La valeur n'attend pas le nombre des années, on vous l'aura suffisamment répété dans cette émission. J'ai vu beaucoup de logos d'entreprises du CAC 40 défiler tout à l'heure dans les captures d'écran de la plateforme et de leur contenu sur Twitch. Est-ce que c'est normal? Alors je ne sais pas si c'est normal, mais en tous les cas de figure, c'est intéressant qu'ils s'engagent. Donc effectivement, il y a pas mal d'entreprises, je ne les citerai pas, vous irez les voir, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des associations, des régions, des institutionnels, bref, beaucoup de gens qui se sont mis sur la plateforme pour faire en sorte de proposer, dit la plateforme aujourd'hui, 10 000 offres de stages et d'alternance, et ce, partout en France. C'est un très joli chiffre en tout cas, et une belle opportunité justement à les saisir, My Future, pour justement pouvoir toucher du doigt votre orientation et peut-être votre prochain stage et votre prochain job. Merci infiniment, Damien. Mesdames, vous savez ce que vous vouliez faire quand vous étiez au moment justement de pouvoir affiner cette orientation. Marie-Caroline, vous savez que vous vouliez être autrice? Pas du tout, aucune idée. Je n'avais aucune idée et en fait, je suis autrice et réalisatrice, mais ça n'a pas été mon premier métier. Et je tiens à dire quand même quelque chose, c'est qu'on peut avoir une orientation et on peut en changer. Et ça, il faut le savoir. La vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille, mais il y a plein de petites rivières qu'on peut prendre et ça peut nous mener à des très belles choses. Oui, absolument, et notamment on estime que d'ici 2030, enfin, en tout cas les futurs talents qui vont pouvoir entrer sur le marché de l'emploi en 2030 vont changer 5 à 8 fois de métier et d'orientation dans leur carrière. Donc évidemment, se former au maximum et ouvrir justement les chakras de l'orientation et à des métiers, des expertises. Merci infiniment. Damien, tout de suite on revient à notre discussion du jour, car vous le savez, aujourd'hui, ce 10 novembre, c'est la journée de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. On en parle à nouveau avec nos invités. Et en première partie de cette émission, on terminait justement notre discussion sur l'importance d'inclure les parents, évidemment, dans la discussion et les solutions face au harcèlement et cyberharcèlement scolaire en particulier, notamment leur faire prendre conscience que parfois leurs enfants peuvent être harcelés, mais peuvent être aussi harceleurs. 8 parents sur 10 notamment, et ça c'est notamment un des enseignements, encore une fois, d'une enquête que vous aviez menée chez Enfance, Justine, et dont les résultats étaient parus en juin 2021. 8 parents sur 10 admettent ne pas savoir exactement ce que font leurs enfants en ligne, ça c'est une première chose, mais ils sont tout aussi nombreux, 8 sur 10, à trouver utile la mise en place d'un soutien psychologique en cas de cyberharcèlement de leur enfant. Florence, quand vous entendez cette attente des parents justement face à ces soutiens psy, vous vous dites que c'est le moment ou jamais pour pouvoir agir, pour pouvoir remettre aussi la question de la santé mentale au sein des outils de lutte contre le cyberharcèlement. Est-ce qu'il y a un dialogue justement à avoir peut-être plus constructif sur l'ensemble de ces soins psychologiques ? Effectivement, quand le parent est dépassé par la situation, des professionnels qui ont l'habitude, évidemment, c'est nécessaire. En revanche, ça n'empêche pas qu'à leur mesure, que ce soit le rituel de la table, par exemple, c'est-à-dire que tous les jours, on raconte un petit peu la vie de l'enfant, et puis on s'aperçoit que, tiens, il y a une semaine, là, l'enfant, on s'aperçoit qu'il est un peu différent, il ne veut plus parler, il claque les portes, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc,
à sa mesure aussi, sans forcément psychologiser à chaque fois toute la relation, pouvoir avoir des réflexes pour parler à son enfant et essayer de comprendre ce qui se passe de manière toute simple. Mais il faut que ce soit au quotidien. C'est-à-dire que oui, les parents ne savent pas ce que les enfants font en ligne. Ça, c'est évident, puisqu'avec le portable, c'est quand même compliqué de le savoir. Mais ça n'empêche pas de lui demander quelle appli tu as en ce moment, quel est ton youtubeur préféré, quels sont les challenges, de télécharger aussi dans son propre portable des applications. L'idée, c'est d'être toujours au courant pour avoir aussi un coup d'avance sur ce que font les enfants ou les adolescents. Parce que ça va tellement vite que c'est difficile de suivre un enfant, de le conseiller quand on ne sait même pas de quoi il en retourne. Quand on est juste moralisateur en disant non, ne fais pas ci ou évite ce challenge ou ça c'est dangereux, quand finalement on ne sait pas de quoi on parle. Et pour savoir de quoi on parle, il faut, avant même, bien sûr, d'aller voir un psychologue, c'est parfois important, mais au-delà de ça, de dire comment moi je me connecte avec mon enfant de manière très pratique pour qu'au quotidien, quand je ne sais pas parler avec lui, parce qu'on n'est pas tous égaux non plus dans cette discussion, puis il y a aussi des enfants qui n'aiment pas parler, donc utiliser par exemple une vidéo qu'on a vue sur internet de quelqu'un qui parle du cyberharcèlement, de quelqu'un qui en a été témoin, et puis le partager avec son enfant, et toi t'en penses quoi, et puis de fil en aiguille, comme ça on arrive à avoir une communication de confiance pour qu'au moment où vraiment il se passe quelque chose de fort, on le sente, ou comme on en a parlé, on est capable d'aller voir quelqu'un à l'extérieur ou de se faire aider. Oui, et parfois, comme on disait tout à l'heure, est tellement lourde que personne n'a envie de parler. Moi, je me suis dit, parents dans la tête parce que c'est tellement violent pour eux de voir que leur enfant s'est fait malmener, qu'il y a une forme de déni qui s'opère, et là on se dit bon allez, on va passer à autre chose parce que tout le monde est un peu figé. Alors que si on en parle au quotidien, mine de rien, et qu'on est vraiment dans cette complicité avec l'enfant, c'est-à-dire même de jouer aux jeux vidéo avec lui, par exemple, de regarder de la télé-réalité, même si on n'aime pas au fond et que bon, on comprend pas toujours ses valeurs, c'est quand même important de pouvoir être vraiment au goût du jour, même si c'est pas tous les jours. On peut aussi véhiculer bien évidemment d'autres valeurs, mais en tout cas de faire des ponts entre l'univers enfant-ado qu'on connaît de moins en moins parce que tout va de plus en plus vite, et d'autres valeurs qu'on a envie de leur inculquer par la discussion, le partage et évidemment tout ce qu'on a envie de leur offrir. Oui, on sent bien que justement ces terrains numériques, ces sources d'inquiétude pour les parents. 74% de ces parents qui ont l'impression que leurs enfants prennent un simple risque en se rendant sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Ils demandent aussi, ces parents, est-ce que, pour 3/4 d'entre eux en tout cas, est-ce que le soutien psychologique soit inclus au sein de l'assurance scolaire? Il y a un coût financier justement à la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement? Le soutien psychologique, c'est un coût financier, oui. Il peut y avoir des premières séances, d'ailleurs c'est le cas depuis le confinement, où il y a eu effectivement l'idée des premières séances, notamment pour les étudiants, en réalité pour les jeunes adultes qui sont très isolés et dans des problèmes de santé mentale assez graves aujourd'hui. Mais donc il y a des efforts qui ont été faits des pouvoirs publics, mais c'est vrai que c'est pas si facile que ça en fait, et c'est pas encore très banalisé finalement la prise en charge psychologique. Encore une fois, on vient à l'idée de la santé mentale, qui a des représentations un peu différentes selon effectivement les parents, les familles, etc. Il y a des gens qui pensent qu'on ne va voir un psychologue que si on est fou. Enfin, je prends un peu l'excès inverse, et que donc évidemment personne n'a envie de se mettre à cette place-là, ou que c'est la preuve d'une défaillance, qu'on a été mauvais parent, qu'on a raté quelque chose, qu'on est dans l'erreur. Bon, c'est très français, mais c'est comme ça. Donc c'est vrai que la démarche d'aller vers un soutien psychologique, ou alors on y va vraiment quand ça va très très mal et que c'est très grave, c'est un peu comme le juridique, on ne va pas se faire accompagner dans un premier temps pour voilà. Donc c'est vrai que ça aussi, il y a certainement une éducation à faire de l'accès à la psychologie qui doit être plus facile à avoir, plus banalisé. Même c'est pas grave, on y va une fois, on n'y revoit pas pendant un an, on peut y aller 2-3 fois. Voilà, on part, on revient, c'est à disposition comme d'autres soins médicaux finalement, et ça veut rien dire de particulier. Et effectivement, il faut un accompagnement certainement financier pour avoir le choix, pour pas attendre pendant des mois une consultation, parce qu'il n'y a pas tant que ça de psychologue aujourd'hui, il y en a un peu moins qu'à une certaine époque. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est important que ça soit compris certainement dans l'assurance scolaire qui est obligatoire. Absolument. Donc que ça soit inclus dedans. Ouais. Florent, ce serait justement un driver, un outil financier qui vous permettrait de pouvoir aussi peut-être dénouer ou lier tout court le dialogue plus facilement justement avec ses parents et avec ses enfants?
Visiblement, oui, quand il y a une demande des parents ou de l'enfant, pouvoir avoir une première séance, pour avoir un lien de confiance, ça permet parfois même que le parent se réapproprie aussi. Parce que l'idée, c'est qu'aussi les parents qui sont les premiers protecteurs de l'enfant puissent aussi avoir des clés, eux, pour qu'à la maison, ils puissent ouvrir la conversation. Et souvent, je trouve que quand l'enfant va chez le psychologue, on le voit différemment. Parce que d'un coup, l'enfant s'ouvre, il dit des choses importantes parce qu'il est dans un climat de sécurité. Et parfois, les parents se rendent compte que, oui, en fait, il avait vraiment beaucoup de choses à dire, ou ils prennent la mesure de la souffrance de l'enfant. Alors que quand on est dans le cadre de la maison, parfois on parle entre deux portes, c'est pas le moment, on fait la cuisine et puis on se rend pas compte que l'enfant il est en train de donner un signal. Alors que parfois quand on discute avec un professionnel, on assoit beaucoup plus les choses et il y a des choses qui se passent pour que justement quand on revient à la maison, le parent et même l'enfant puisse voir son parent différemment parce que chacun comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui est important et que même parfois on ne sait pas trop comment il faut faire, mais en tout cas on essaye. Et c'est ça que l'enfant ressent, c'est que le parent lui dit, même parfois le dit devant moi, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire, mais j'ai vraiment envie d'être là pour lui. Et à partir du moment où il y a cette clé-là, il y a quelque chose qui se passe entre parents et enfants pour renouer aussi un dialogue là où on ne savait pas du tout par quel bout le prendre. Et il faut aussi compter sur l'aide des enseignants et des enseignantes qui sont aussi forcément des relais et des détecteurs de ces phénomènes de harcèlement et cyberharcèlement qui sont extrêmement efficaces et effectifs. Il faut toujours les inclure dans l'équation. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi cette réunion à l'Élysée, Justine, par le président Emmanuel Macron, des acteurs de la tech pour pouvoir apporter une réponse plus effective et plus efficace à la protection des mineurs sur Internet. De nombreuses plateformes vont défiler à l'Élysée, Meta, TikTok, ou encore Microsoft pour ne citer qu'elles. Ces plateformes-là ont également beaucoup d'ONG, dont la vôtre, et en France, et aussi des scientifiques, dont Camille François, dont vous avez parlé dans cette émission, puisqu'elle est notamment une des autrices du rapport sur le développement des métavers et qu'elle prend justement les questions de désinformation et de santé mentale extrêmement à cœur dans toutes les technologies qu'elle déploie. Énormément d'initiatives qui seront annoncées justement au cours de ce jeudi. Notamment une initiative majeure internationale portée par la France pour la protection de l'enfance en ligne. Ça a l'air un peu vaste, dit comme ça, Justine. Qu'est-ce qu'on attend exactement de ces discussions aujourd'hui à l'Élysée ? Le président de la République, finalement, a pris en main quand même ce sujet de la protection de l'enfance, déjà en ligne, effectivement, depuis plusieurs années, puisqu'il a eu des paroles assez fortes à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il avait plutôt pointé l'accès des mineurs à la pornographie, qui est un vrai sujet aussi et qu'on a du mal à résoudre. L'année dernière, effectivement, au Paris Peace Forum, il avait commencé à élaborer une forme de charte pour la défense des droits de l'enfant dans la sphère numérique, qui ne sont pas forcément toujours très respectés. Et donc, cette année, il poursuit finalement le travail qu'il avait mis en place l'année dernière. Alors là, c'est juste avant le Paris Peace Forum qui commence le 11 novembre, mais donc ce soir, effectivement, il convoque à l'Assemblée nationale l'image de la co-construction, c'est-à-dire les entreprises du numérique qui sont évidemment concernées, quelques États, puisqu'il n'y aura pas que la France qui sera là ce soir, et effectivement des ONG dont e-Enfance pour la France et des chercheurs, pour qu'ensemble, effectivement, de façon consensuelle, on puisse mettre en place, dans le cadre d'une forme de laboratoire, en fait, des projets très concrets. Ça, c'est à l'image de ce que souhaite souvent le président de la République, c'est-à-dire qu'on passe à l'action très concrète. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer comme projet, et de mettre un peu les plateformes dans la nasse, je dirais, sachant qu'effectivement, il y a une pression quand même de régulation européenne, mais aussi aux États-Unis, avec la Californie qui devient de plus en plus pressante sur les GAFA quand même, qui sont abrités chez elle. Et la nouvelle loi Kids Code qui a été passée il y a quelques semaines à peine. L'Angleterre qui, effectivement, a un code de conduite aussi qui devient très contraignant sur les plateformes. Donc voilà, donc elles sont quand même un peu contraintes. Donc là, on profite de ça pour leur renfoncer le clou, leur redemander de se mettre le pied à l'étrier et un peu de façon officielle devant tout le monde et avec un agenda à nouveau assez contraint puisque dans un an, il va falloir qu'il y ait des projets très concrets qui soient mis en place. Donc il y a la question du cyberharcèlement dont on parle ce matin, mais il y aura aussi la question de la vérification de l'âge qui est essentielle pour protéger les mineurs en ligne. Et sur lequel il faut co-construire des technologies pour éviter d'avoir l'argument en général assez déceptif mais vous savez, ça fait des années qu'on essaie, on n'arrive jamais à c'est du déclaratif, on ne peut pas vérifier l'âge de nos utilisateurs, nos utilisatrices. Voilà.
Mais c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui existent. C'est pas la difficulté, elle n'est pas là. Elle est là. Elle est en fait dans le fait de. C'est un choix politique en réalité de priorité. Pour l'instant, on a priorisé quand même beaucoup la fluidité de l'usage pour les adultes, notamment sur certains contenus qui leur sont réservés, au détriment quand même un peu de la protection de l'enfance. Donc là, il s'agit peut-être de rééquilibrer un peu les choses. Eh bien, on va rééquilibrer les choses justement. C'est tout ce jeudi, aujourd'hui, le 10 novembre, ensemble. Merci infiniment d'être venu nous parler évidemment de ces mécanismes de harcèlement scolaire et cyberharcèlement et des solutions. On vous rappelle que le 3018, c'est le numéro auquel il faut absolument vous référer. Vous pouvez le joindre par WhatsApp en ligne ou aussi au téléphone. C'est un numéro absolument gratuit, des équipes qui peuvent vous aider à mieux gérer justement les luttes contre les violences numériques. Un espace, Molang Safe Space, évidemment, avec vous, Marie-Caroline, et avec Florence, pour pouvoir aller chercher ces gifs, ces stickers, les envoyer quand on est témoin de harcèlement ou cyberharcèlement et surtout se les réapproprier pour pouvoir renouer le dialogue quand on en est victime. Et évidemment, merci comme toujours à Damien Douani qui a été avec nous pendant toute cette émission. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de l'École du Futur.